Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Megarditchian, un primatologue passionné, pour remonter ensemble aux origines du langage. En nous intéressant à la communication et aux capacités cognitives de nos cousins les primates, nous tenterons de mieux comprendre comment le langage a émergé. Si tu es curieux de savoir d'où vient le langage et jusqu'où peuvent aller les compétences des primates, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre quelles sont les conditions nécessaires à l'émergence du langage. Est-ce que les primates peuvent apprendre à parler? Pourquoi les gestes pourraient être à l'origine du langage? Que se passe-t-il quand on élève un singe comme un humain? Est-ce qu'il y a des aires cérébrales communes au langage chez l'homme et le primate? Est-ce que les primates ont une théorie de l'esprit? Et bien plus encore. J'espère que cette discussion éveillera ta curiosité et t'invitera à voir les capacités cognitives de nos cousins les primates sous un nouvel angle. Merci encore pour ta curiosité et sans plus attendre, voici Adrien Megarditchian. Bonjour Adrien. Bonjour. Pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, nous dire sur quoi tu travailles, qui tu es et comment est-ce que tu en es arrivé aux primates. Comment est-ce que ton intérêt s'est manifesté pour ce type de recherche? Ah ouais, à l'origine du berceau, quoi. Ok. Moi, je suis Adrien Megarditchian. J'ai été recruté comme chargé de recherche au CNRS en 2014. Donc, ça fait... J'ai fêté les 10 ans, là. Avant, je suis entré pour la première fois au CNRS dans un labo de psychologie. Ça s'appelle Laboratoire de psychologie cognitive. Et qui vient de fusionner, là, pas plus tard qu'il y a un an pile, avec le labo des neurosciences qui avait juste au-dessus, les laboratoires de neurosciences cognitives. Et ça a donné le centre de recherche en psychologie et neurosciences, qui est basé à Marseille-Saint-Charles, quoi. Et nous, dans ce labo, on est une petite équipe qui vient de fusionner aussi avec les développementalistes, les gens qui s'intéressent au développement du bébé, au développement cognitif du bébé. Et nous, on apporte le volet phylogénèse des processus cognitifs en travaillant sur d'autres espèces vivantes qui sont nos chers cousins primates non humains. Alors, l'autre question, c'était pourquoi les primates? Comment je suis venu aux primates? Ça, je pense que c'est comme tous les gamins. Hein. Tu poses la question à un gamin, il va te dire je veux être vétérinaire. Soit c'est simple, hein, t'as soit pompier, astronaute, vétérinaire et professeuse de cheval. Et donc je faisais partie des gamins qui voulaient être vétos, quoi. Mais je savais pas que véto c'était le méchant dans l'histoire. Les animaux, ils ont peur des vétos. Et ça, je savais pas. Et moi, j'avais peur du sang et des abcès, des machins. Donc, j'ai réalisé que c'était pas du tout compatible, quoi. Mais il y avait quand même cette fascination pour l'animal. Donc, au départ, je connaissais pas du tout le monde de la recherche. Pour moi, le milieu académique, c'était hors d'atteinte, si tu veux. C'était un autre monde. Un peu comme le milieu de l'art, du cinéma, tu vois, ça paraît des métiers, c'est des trucs que tu vois à la télé, tu vois. Jane Goodall, Ouais, des c'est documentaires animaliers sur les primatologues qui observent les singes, c'est une sorte de fantasme fou, quoi. En tout cas, j'étais gamin fasciné par ça. Bref, et donc c'est là où je dis à mes étudiants, souvent en cours, je raconte ça, je dis que le stage, il est quand même assez déterminant parce que il y a eu des rencontres, tout se joue, voilà, grâce aux rencontres. Et moi, la rencontre déterminante, ça a été avec l'auteur de mon livre de chevet. J'avais trouvé un livre dans une bibliothèque, dans une librairie de livres d'occasion. À l'époque, dès que je voyais un bouquin avec une photo de chimpanzé, j'achetais. Et là, en plus, le titre du bouquin, c'était L'intelligence de l'animal. Waouh, avec une photo de chimpanzé qui se regarde dans un miroir. Donc, évidemment, moi, je l'ai acheté. L'auteur, c'était Jacques Vauclair. Et c'est un professeur de psychologie de développement ici à Aix. Et donc, j'ai envoyé un mail. J'ai yahoisé son nom. Et là, il avait une page web avec un mail et tout, quoi. Donc, j'ai pu lui écrire un mail et lui proposer ma candidature pour un stage. C'était la panique dans les amphis. Tout le monde cherchait son stage en bio. J'avais accepté un autre stage dans un labo par défaut, hein, parce qu'il y a une pression quand même. Et entre-temps, donc, j'avais envoyé un mail à Jacques Vauclair. Et donc, j'accepte mon stage et ma convention. Je suis trop content. Et entre-temps, Jacques Vauclair me répond. Et là, je lis le mail et c'est un tremblement de terre, quoi. Il accepte qu'on se rencontre, quoi. Il me dit, je cherche un étudiant, vous pourriez travailler sur la latéralité du babouin. Alors, il sort le mot babouin. Il y avait un autre mot, mais je comprenais pas, je savais pas ce que c'était de latéralité. J'avais juste le mot babouin. Et voilà. Et là, c'était fou, quoi. J'étais un moment d'euphorie, comme si j'avais gagné au loto, quoi. C'était fou. Je rappelle encore l'émotion.
très très ému quoi. Et après voilà, j'étais hyper intimidé. Il me propose qu'on se rencontre et donc je dois l'appeler. J'ai souvenir du trac que j'avais, le stress que j'avais. Et donc voilà, il a bien vu que j'étais pas psychologue, hein, mais là, moi j'ai pu, je crois, présenter ma passion pour la cognition animale, ce que j'avais lu, ce que j'avais. Et donc il m'a dit bon, ok, ça fera l'affaire quoi. J'ai souvenir qu'il avait dit un truc comme ça, je crois. Mais bon, sachant que c'était un stage de maîtrise, donc c'est 1 mois et demi, c'est l'équivalent du master 1, donc c'est juste 1 mois et demi. Et donc il m'a amené à la station de primatologie de Rousset quoi. Et là, je vois des singes, c'est fou quoi. Je vois des groupes de singes. Mon boulot, ça va être ça, quoi, d'observer ces singes, quoi. Waouh, voilà, donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Et j'étais tellement à fond, j'étais tellement heureux que je voyais pas ça comme du boulot, quoi. Je l'ai vécu intensément, à tester le test du miroir. Enfin, je me suis aussi amusé à faire l'apprenti chercheur, à faire tous les fantasmes que je voulais faire, enregistrer les sons. Tester voilà, les outils, les machins, donner des. Enfin, c'était un terrain de jeu extraordinaire. Et à la fois, j'avais quand même un projet de recherche que m'avait confié, une mission que m'avait confié Jacques Vauclair, qui consistait à répliquer une étude réalisée sur le chimpanzé par un certain grand primatologue américain qui s'appelle Bill Hopkins. William Hopkins, j'avais son article en anglais. Je connaissais pas l'anglais, donc j'ai passé 3 semaines à déchiffrer l'article, pour comprendre ce qu'il fallait faire. Et donc ça consistait, et c'est là où j'ai compris le fameux mot latéralité. Latéralité du babouin, ça veut dire mesurer les asymétries du babouin. Et là, en l'occurrence, c'était les préférences manuelles. Et donc, ce primatologue américain avait designé un tube pour mesurer ses préférences en insérant de la nourriture dedans. Et donc, Jacques Vauclair, avec ses étudiants, avait déjà commencé ce travail. Moi, il s'agissait de poursuivre et de terminer, quoi. Et donc, voilà le début de l'aventure. Donc, c'était incroyable. En plus, ça réunissait le trio rêvé, c'est-à-dire primate non humain, cognition animale et éthologie, quoi. Il y avait les 3. Parce qu'en éthologie, tu peux travailler, c'est vaste, hein. Tu peux avoir des problématiques sur le comportement très très éloigné de la cognition. Mais donc là, j'avais juste tout ce qui me faisait le plus rêver. J'avais été bercé par les documentaires sur tous ces grands singes qui avaient appris la langue des signes, comme Washoe, Coco le gorille. Il y avait Candy aussi qui avait appris à utiliser un clavier avec des petits symboles. Chaque touche représentait un symbole pour communiquer avec les chercheurs. Donc ça m'avait complètement bouleversé. Et je sais que cet intérêt-là était né déjà dès la classe de philo, quoi. On apprenait encore cette idée que l'humain est un peu à part, quoi. Et c'était forcément les définitions des philosophes de l'espèce humaine. C'était toujours sur la cognition. Conscience de soi, conscience réfléchie, conscience morale. Centré sur la capacité de penser. Raisonnement, la raison, tu balayes toutes les définitions pensées par les philosophes, ouais, l'outil, la culture. Et en fait, je voyais dans le documentaire un décalage, parce que dans les documentaires sur les avancées scientifiques dans le domaine, je voyais bien que ça collait pas, quoi. Il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des processus de langage chez des grands singes, sur l'outil chez les corbeaux, donc ça correspondait pas, ça remettait en question toutes ces définitions qu'on voyait. Et donc je sais que ce plaisir-là, au-delà de voir des documentaires animés, il y a eu le plaisir de la contradiction aussi, de pouvoir débattre avec ma prof de philo en classe. Et donc il y avait cet intérêt du coup d'aller chercher des infos pour lui répondre. Donc ça crée une sorte d'effervescence, de dynamique, tu vois, d'intérêt pour ces questions-là, en fait. Et donc ouais, il y a aussi cette racine-là, quoi. Et la 3e racine, et ça c'est intéressant parce que ça colle, c'est un conseil que je donne souvent aux étudiants, c'est de faire les choses par envie, en fait, de manière à désintéresser, pas pour une carrière. Comme je te disais, je fonctionnais pas en me disant tiens, je vais être chercheur. Pour moi, c'était un monde inaccessible. Tu vois, je veux être Jane Goodall, tu vois, c'est ce genre de fantasme. Comme du même genre que je veux être président de la République, il y a des gamins qui peuvent sortir ça, ou je veux être un grand acteur de cinéma. Enfin, ces genres de trucs, moi, j'étais assez lucide sur ça, quoi. En tout cas, j'avais pas ce genre d'aspiration, quoi. Et le conseil que je donne, c'est de le faire par envie. Donc c'est vrai que moi j'avais pas de plan de carrière, hein. Quand j'ai eu cette opportunité de stage, c'est 1 mois et demi, j'ai tout donné, comme si c'était la seule opportunité, que ça allait se finir. D'ailleurs, le dernier jour, j'ai dit au revoir à tous les babouins, j'étais en larmes. Je suis resté jusqu'à 23h. Voilà, pour moi c'était une expérience incroyable, et je pensais pas que j'allais être repêché par Jacques qui m'a proposé de continuer avec lui, de faire un stage de Master 2 après.
Là, c'est 6 mois, quoi. Et même à ce moment-là, il m'a même proposé de m'embaucher un mois, de faire l'éthologie. Parce qu'après, tu as continué à bosser du coup avec le labo de Jacques Vauclair, après le Ah ben, en deuxième fait, j'ai pas stage. lâché ce sujet, moi. Je suis toujours là-dedans, le mot latéralité. Oui, c'est ça, mais t'es Je resté regarde chez mes lui, du recherches. coup. Alors, je suis resté dans cette thématique-là. Et c'est lui aussi, il était très intéressé par les questions des origines du langage. Donc, il avait déjà écrit là-dessus, publié des articles sur cette théorie de l'origine gestuelle du langage. Il s'intéressait beaucoup aux gestes. Donc, en France, c'était un des relais de cette théorie-là, qui était assez minoritaire à l'époque, quoi, qui était un peu nouvelle, même si on trouve des traces de cette théorie depuis très longtemps, en fait. Hein. Et lui, il avait déniché, d'ailleurs, déjà à l'époque, philosophe, notamment Condillac, qui avait déjà dit que le langage, c'était de l'action. Et donc, il a fait ce boulot de retracer aussi, de synthétiser un peu l'histoire de cette théorie, en remontant comme ça, ce philosophe du 18e, je crois, après... il y a eu des articles déterminants, un anthropologue en 73 là, qui avait aussi titré son papier Origine gestuelle à partir de l'étude des primates non humains, etc. Et donc, c'est lui qui m'a lancé sur cette thématique. Donc, j'ai hérité, si tu veux, de ce paquet théorique magnifique, quoi, de cette grande question fascinante, quoi. Et donc, moi, c'était facile. Si tu veux, j'ai hérité de tout, quoi. Je suis vraiment un héritier, tu sais, les rentiers. Je suis arrivé, j'avais des ressources incroyables avec cet accès privilégié à des groupes sociaux de babouins. C'est une station de primatologie du CNRS. Vous pouvez faire de l'éthologie, du suivi, même des tâches individuelles, proposer des tâches, chose qu'on peut moins faire en milieu naturel, c'est compliqué, mais là, d'accès comme à Baby Lab un peu, pouvoir tester des singes. Donc cet accès privilégié à l'individu aussi, c'était fascinant. Et à la fois ce paquet, ce cadre théorique magnifique que lui, il avait déjà prémâché avec des publications. Donc je suis arrivé, moi, dans un lit douillet fascinant, passionnant déjà. Et donc, en plus, avec une question un peu subversive, quoi. Il y avait tout qui était subversif en plus. Donc ça te donne... En fait, la subversion en science, c'est hyper précieux d'avoir de la controverse. En fait, c'est un moteur pour être visible aussi. Tu vois bien avec les clics Oui. vidéo sur YouTube, c'est toujours le clash de... et en science, c'était pareil. Hein, c'était Darwin versus machin. Enfin, ça fonctionne à coup de clash, quoi. Et donc là, le clash qu'il me proposait, c'était en gros cette grande théorie gestuelle qui s'affronte à la théorie dominante d'une origine plutôt vocale, avec beaucoup de primatologues qui travaillaient plutôt sur les propriétés du système vocal des primates et qui défendaient l'idée qu'il y avait des précurseurs du langage là-dedans. Et lui, très sceptique, sachant qu'il y avait d'autres hypothèses, d'autres façons d'interpréter ces vocalisations, j'avais été du coup convaincu plutôt de ces autres interprétations-là. Et le geste paraissait une alternative très séduisante, quoi, d'un coup, face aux limites du système vocal. Et donc, il y avait un peu ce petit goût-là de la controverse avec, au sein des primatologues déjà, et puis aussi les primatologues face au reste du monde, parce qu'il y avait aussi cet affrontement culturel avec cette idée que l'humain est une espèce à part, on est en termes de cognition. Donc il y a aussi l'existence même de cette discipline qui donnait un parfum de subversion face à notre culture judéo-chrétienne, quoi, qui met par la religion l'humain comme une espèce divine un peu à part, quoi, avec l'âme qui serait pas partagée avec les autres espèces animales. Donc, Tu parlais de deux théories du langage, une qui propose une origine plutôt gestuelle, donc ça c'est sur quoi tu travailles. ça dépend sur quoi tu focalises déjà. Il y a plusieurs, en fait, Ok. pour simplifier, de dire qu'il n'y a que deux théories, ça c'est juste entre nous parmi les primatologues. Mais le débat sur le langage, c'est pas que les primatologues. Il y a tout un tas de disciplines, des mathématiciens, des neurosciences, de la psycho, des philosophes, des informaticiens, les anthropologues, les linguistes. Enfin, il y a tellement de disciplines qui s'intéressent à ça. Donc nous, on apporte une petite contribution, effectivement, et voilà. Et puis, on est traversé après par des questions, quoi, des divergences, des fois, d'interprétation sur des mêmes résultats. Et donc déjà, ce qui est nouveau, c'est d'avoir... maintenant, tu vois, dans les conférences sur ces questions-là, les grandes conférences multidisciplinaires sur cette question de l'évolution du langage, l'origine du langage, on voit que c'est déjà une grosse part. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'animal, en fait. L'animal non humain, je devrais préciser. Et beaucoup primates, la primatologie est très représentée maintenant, quoi. Et parce que ça plaît déjà une sorte de
tout cas, ça explose, quoi. Et avant, c'était compliqué parce que les contributions des primatologues dans ce grand débat étaient assez mineures parce que, bon, le débat était vite refermé quand ils ont réalisé que, bon, bah, même en apprenant la langue des signes, par exemple, à des chimpanzés, bon, bah, il n'y a pas de syntaxe, donc c'est pas du langage. Hop, terminé. Débat terminé. En gros, il n'y a que l'Homo sapiens, quoi, qui a le langage, la parole et cette fameuse syntaxe. Et donc, il y avait toujours un peu cette idée que cette question des origines était forcément dans la lignée des hominidés, quoi, avec l'Homo sapiens, etc. En tout cas, ça s'est passé après la séparation avec les primates non humains. Et donc, du coup, bah, quand on définit le langage de cette façon, ça veut dire que, bah, forcément, tous ceux qui travaillent sur des primates non humains, bah, ou des animaux non humains sont exclus du débat. Il n'y a pas de contribution, pas d'apport intéressant, quoi. Et donc déjà, il y a ça qui est assez récent, c'est de vraiment donner toute la place après toutes les tentatives qu'il y a eu dans l'histoire, hein, d'apprendre à parler des chimpanzés, les découvertes de Jane Goodall, de répertoires gestuels entre les répertoires vocaux, enfin, et tous les travaux de Robert Seffart et Dorothy Cheney sur le système vocal incroyable des singes verts, des babouins, etc. Malgré ça, voilà, la porte était quand même fermée. Et donc là, ça a explosé depuis les années 90, 2000. Et maintenant, 2020, oui, il y a plein de labos qui travaillent là-dessus, quoi. Ça explose vraiment de partout. Donc c'est passionnant de faire partie prenante de cette révolution-là, quoi, de considérer l'animal pour comprendre les origines d'une propriété a priori qu'elle n'a pas. On serait la seule espèce à avoir le langage. Pourtant, pouvoir craquer le code, l'origine du langage, il faut travailler sur les animaux, les espèces animales non humaines. Et donc ça paraît bizarre à comprendre comme ça. Et donc, déjà, pour convaincre nos collègues de l'intérêt d'étudier les autres espèces animales que l'humain, il a fallu défendre notre approche, quoi. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ton approche ? C'est ça, exactement. Sur quoi est-ce que tu t'es orienté ? Comment est-ce que tu étudies du coup le langage chez les primates ? Et peut-être même comment est-ce que tu définis le langage chez les primates ? Puisque tu as dit que du coup, comme on le définissait chez l'homme, il n'était pas présent ailleurs. Et donc je suppose qu'il y a une autre définition qui permet de justifier son étude. Et donc voilà, comment est-ce que tu étudies le langage chez les primates ? Alors déjà, ils n'ont pas le langage. Il faut partir de là. Ça, c'est choquant, j'aime bien parce que ça provoque un peu. On est la seule espèce à avoir ce qu'on appelle le langage. Parce que ce terme-là a un peu changé. Maintenant, on l'utilise à tort et à travers pour désigner les systèmes de communication, d'interaction. Dès que ça communique, on dit, il y a là un langage, là. Un langage. Et déjà, on doit repréciser les choses, déjà, parce que le mot langage, a priori, il a été créé, taillé sur mesure, c'est un sticker, le mot langage, qui a été collé sur le système linguistique humain. Donc la parole, etc. Et toutes les propriétés qu'il y a autour. Voilà, avec le langage, tu peux faire des langues. Et des langues, langue des signes aussi, différentes langues articulées. Et ça, c'est très malléable, c'est de la pâte à modeler. Hein. Il y a plus de 6000 langues sur cette planète. On peut en créer là une si on veut, à deux, en ritualiser, mettre des étiquettes. Ça, on a appelé ça par exemple tasse. On peut enlever l'étiquette et appeler ça crispou. Voilà, crispou. On lance ça, on est d'accord, on a créé une nouvelle convention partagée. C'est une étiquette verbale qu'on peut traduire après en étiquette écrite. Bon, enfin voilà, c'est hyper malléable. Et donc ça, c'est vrai qu'on ne voit pas d'équivalent de ce système linguistique-là, cette flexibilité-là à l'infini, là, chez d'autres espèces animales, qui ont leur propre système de communication, qu'on peut appeler certains un langage. Mais en tout cas, ce n'est pas le terme que nous, on utilise. Mais c'est vrai qu'un langage, c'est plus facile, quoi. C'est plus rapide. Que c'est plus facile de dire le système de communication de telle espèce, sachant que chaque espèce a plusieurs systèmes de communication qui cohabitent, hein. Nous, on n'a pas que le langage, on a plein de systèmes de communication déjà, en plus qui sont imbriqués. Donc pour dénouer tout ça, on va voir que par la voix, je peux faire effectivement mobiliser ces propriétés du langage, faire du langage avec ces étiquettes malléables à l'infini, générer comme ça, mettre des stickers sur mes représentations, sur mes idées, sur des informations, sur mes états, sur les objets de l'environnement, présent, passé, futur. Je peux naviguer comme ça avec des étiquettes, c'est remarquable. Mais j'ai aussi, avec la voix, je peux faire aussi d'autres systèmes de communication qui sont tout aussi importants.
qui présente aussi des questions sur les origines qu'on peut comparer avec les autres espèces. Et on a notamment un système vocal non verbal, qui est un système de communication ultra puissant qu'on peut mesurer, voir l'effet que ça sur qui sont très importants même pour les autres, d'entendre des cris, par exemple. S'il y a un cri d'alerte, c'est beaucoup plus efficace, réactif, puissant et universel d'entendre quelqu'un qui crie parce qu'il y a un lion dans le couloir pour se protéger que quelqu'un qui dit « Attention, il y a un lion !» Il y a une sorte d'inertie et surtout, c'est très coûteux le langage. Ça mobilise beaucoup de ressources énergétiques, beaucoup plus que ces cris hyper réactifs qui a une machinerie cognitive beaucoup plus réactive, en fait, beaucoup plus simple. Enfin, simple. En tout cas, plus réactive, plus efficace. Et donc, on les oublie, ceux-là. Donc, quand on dit système de communication, on est obligé de dire les systèmes de communication de chaque espèce, en fait. Parce que même nous, on émet des phéromones aussi. On a des glandes, mais ça, c'était tabou, hein, parce que ça nous ramenait à un corps, et le corps, c'est l'animal. Ces autres espèces, ça, c'est... Nous, on est la culture, nous, c'est autre chose, quoi. Et puis en plus, ça voudrait dire que si on se laisse influencer par des choses comme ça nous enlève un petit peu... C'est ça. Bon, alors on appelle ça, cerveau reptilien. Il y a tous ces termes-là qui dissocient, compartimentent. Cerveau reptilien, ça, c'est l'animal. Nous, on est l'humain, on est autre chose. On a le cerveau, on a même physiquement, on a un cortex frontal, on a encore des trucs archaïques un peu. Il y a ces mots archaïques, primitifs, reptiliens, le monde des odeurs est caché, c'est un truc qu'on a honte. Le monde des odeurs, il faut sentir bon, alors que ce sont des signaux de communication. Hein. Et on sous-estime la quantité de choses qu'on tire de notre odorat. Ouais, enfin tout ce qui nous ramène au vivant, à la biologie, à l'évolution, à faire partie de ce monde-là, ça a été forcément tabou, honteux, parce que ça colle pas à l'idée que l'humain est hors de ce monde-là, quoi. Et donc, ça nous ramène à ça aussi. Donc c'est important d'identifier aussi tous ces systèmes de communication qui cohabitent et qui peuvent aussi influencer les langues, le langage. C'est imbriqué. Là, si je suis stressé, par exemple, je vais émettre des phéromones, mais je peux le dire aussi, je suis stressé. Et tu peux le sentir aussi dans ma communication non verbale, que ce soit par le timbre de voix, on appelle ça la prosodie, cette musicalité. Je suis très, très stressé, tu vas le sentir dans ma voix. Donc, ma voix peut véhiculer cette information-là. Il y a l'étiquette verbale du langage qui peut le véhiculer, il y a mes phéromones, donc des fois ça peut être convergent, mais je peux aussi, c'est ça la force du langage, mettre une étiquette complètement incohérente. Oui. Il y a cette flexibilité-là incroyable où je peux dire je suis vraiment très content, vraiment très content. Tu vas voir tout que ma communication non verbale, mes phéromones et la prosodie, tout ça qui va être en contradiction avec l'étiquette verbale que j'ai utilisée ou que je veux écrire ou que je vais signer si c'est la langue des signes. Tout ça pour dire qu'on voit bien qu'il y a des systèmes dissociés qui vont répondre à des processus sous-jacents différents. Et donc déjà, il y a ce gros travail pour déjà identifier le langage, voir que c'est quoi le noyau dur du langage, qu'est-ce qui le distingue de ces autres systèmes de communication. Et ça, c'est compliqué de bien définir. Et là, c'est là où l'approche qu'on a adoptée, c'est l'approche cognitive, en fait, de regarder ce qu'il y a sous le capot. C'est quoi ces processus sous-jacents de chaque système de communication et de voir qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de ce fameux langage, quoi. Avec ces étiquettes malléables qu'on peut créer à l'infini. Et donc ça, il y a ce gros effort déjà de démêler les fils. Et ça, déjà, c'est compliqué pour pouvoir démêler les fils aussi, ceux des autres systèmes, des autres espèces, et pour après comparer les fils. C'est là où c'est compliqué. Et donc malheureusement, on ne peut pas se baser que sur une seule modalité. On l'a bien vu avec la voix, ce canal-là, cette modalité-là, je peux faire déjà mobiliser deux systèmes de communication très différents. Un avec ce fameux système linguistique, avec ces étiquettes, et l'autre plutôt ce qu'on appelle la communication non verbale, qui peut influer le verbal, comme on l'a vu avec la prosodie, mais qui mobilise beaucoup des processus émotionnels, en fait. Donc dans cette approche comparative, il y a déjà ce boulot-là à définir le langage, comprendre les processus cognitifs sous-jacents. Soulever le capot pour comprendre la machinerie cognitive qu'il y a derrière. Et là, c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'on voit que le langage, c'est pas juste une propriété qui est apparue avec Homo sapiens, qui donne la parole, etc. On voit que le langage, on peut le voir comme ça en tout cas,
C'est une sorte de constellation de plein de propriétés cognitives imbriquées, et que, comme une voiture qui conduit, on a besoin de plein d'outils sous-jacents. Il faut un moteur, il faut un carbu, il faut machin, il faut la courroie, il faut le pot d'échappement. Un garagiste, il voit bien que pour trouver une panne, il y a plein de possibilités pour que ça marche pas. Et donc là, l'idée, c'est comprendre un peu cette architecture cognitive du langage et de voir que pour qu'elle marche, cette grande fonction, soi-disant humaine, il faut plein de propriétés, qui se manifestent très clairement chez les humains. Il faut plein de propriétés ensemble, en fait, qui travaillent ensemble, qui sont reliées ensemble. Et quand on voit le langage comme ça, c'est intéressant parce qu'on peut du coup les prendre une à une, ces propriétés. Et voir du coup chez les animaux. Ouais, et de réaliser que chacune de ces propriétés sont utiles chez les humains à d'autres fonctions que le langage. Et c'est là où c'était intéressant d'identifier, par exemple, l'intention. Là, ce que je fais dans une des particularités du langage, c'est de faire la communication intentionnelle. C'est intentionnel le langage. On va planifier l'étiquette. Les étiquettes, on va les agencer. Et parce qu'on a un message à faire passer. On a décidé, nous, volontairement, de faire passer. Et on va organiser, grâce au langage, les unités de mots et les assembler grâce aux propriétés syntaxiques pour atteindre ce fameux but de communication intentionnelle. Je veux faire passer ces messages-là. Et donc ça, ça répond à l'intention. Ça a très bien été décortiqué. Il faut un but. En anglais, on dit « goal directed ». Tu vas verrouiller ton but. Et pour l'atteindre, pour savoir si tu l'as atteint ou pas... tu vas tenter déjà une planification d'unité d'action pour y arriver. Ça marche dans l'action. Pour atteindre, par exemple, cette tasse, si elle est un peu éloignée, j'ai un but, c'est attraper cette tasse. Je n'y arrive pas. J'ai planifié du coup toute ma motricité, mes unités d'action, étendre le bras pour atteindre, et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il peut y avoir un réajustement, donc soit répétition de l'action, genre je n'y arrive pas, je vais répéter jusqu'à atteindre mon but. Et si ça marche toujours pas, je vais élaborer, m'adapter, changer de stratégie. Et là, je vais pouvoir prendre mes mains et planifier de me déplacer. Et en me déplaçant, je vais réajuster, refaire mon. Et là, ça marche. Et là, but atteint, l'action s'arrête. Et cette propriété-là, ce type de planification-là, ce schéma-là de l'intention, c'est exactement celui qui était à l'œuvre quand on fait la communication intentionnelle dans le langage humain, c'est-à-dire j'ai un message. Là, c'est plus des unités d'action, c'est des unités d'action orofaciale et gestuelle mis au service de la production de mots et que je vais assembler, des unités de mots que je vais assembler ensemble, et je vais voir le but est-ce que le but est atteint. Et ça, on le voit en regardant l'autre, quoi. Ouais, et en conséquence, est-ce que l'autre va secouer la tête en faisant oui, c'est bon, le message est atteint, je peux passer au message suivant. Si par contre je vois que tu fronces les sourcils, tu as l'air de pas comprendre, douter, ouais. Ou alors tout simplement tu me regardes pas, tu es sur ton téléphone, là je vois qu'il y a un problème, le message passe pas, et donc je vais répéter mon message jusqu'à que j'ai ou si ça marche toujours pas, je vais reformuler, je vais changer de stratégie, m'adapter. Et donc c'est tout ça qui a l'air d'être exactement le même schéma que l'intention dans l'action. Donc on voit bien que dans le langage, on a réutilisé, si tu veux, ou au moins utilisé cette propriété-là, cet outil-là qui existait pourtant dans d'autres fonctions. Ouais. Et donc ça, on peut multiplier les exemples dans quasiment toutes les propriétés, les outils utiles au langage. Donc de voir le langage plutôt comme la musique produite par un orchestre, quoi. Et donc évidemment, chaque musicien peut travailler de son côté, peut faire de la musique dans son coin. Mais c'est intéressant on peut faire du langage quand tous travaillent ensemble, en fait. Si tu en enlèves un de musicien, tu peux plus faire du langage. Et donc, si tu enlèves l'intention dans le système cognitif, l'architecture cognitive, tu peux plus parler, quoi. Pourtant, l'intention dans l'action, cet outil-là, tu le trouves chez l'animal, l'intention. Tu trouves pas le langage chez l'animal, mais tu trouves l'intention dans l'action. L'apprentissage associatif, qui est fondamental dans le développement de l'apprentissage du langage, l'acquisition du langage. Si tu enlèves l'apprentissage associatif comme musicien, tu peux plus parler, c'est fini. Pourtant, l'apprentissage associatif, c'est quasiment tout le règne animal. Ça va des insectes, nécessairement, oui. des insectes jusqu'au chimpanzé, jusqu'à l'humain. Donc c'est un musicien qui est là chez tout le monde, là. Tu vois la syntaxe, même la fameuse syntaxe. Si tu prends soin de comprendre comment ça fonctionne, tu réalises que certains le voient aussi, cette syntaxe, dans l'action, en voyant comment, quand tu conduis une voiture, par exemple,
tu vas assembler des unités d'action avec des systèmes de parenthèses que tu ouvres, des propositions qui vont s'insérer dans l'action. Tu vas faire ce système d'emboîtement, d'enchâssement de propositions aussi dans l'action quand tu fais une recette de cuisine, où tu ouvres une action en allumant le feu, une poêle, et puis entre-temps, tu as cassé un œuf dans un truc. Tu fermes la parenthèse en finissant les œufs, puis après, tu fermes l'autre parenthèse que tu avais ouverte sur la cuisson en mettant les œufs. Donc, tu peux décomposer, en fait, l'action avec des propriétés syntaxiques. Et donc, si on peut le faire chez l'humain, si les propriétés syntaxiques, finalement, existent aussi en dehors du langage, on va pouvoir peut-être les voir dans des espèces qui n'ont pas le langage. Et effectivement, la syntaxe, on la trouve, certains l'ont trouvé, des primatologues l'ont trouvé dans la fabrication d'outils chez les chimpanzés, avec exactement, voilà, c'est des règles syntaxiques très simples, hein, mais avec ce système d'emboîtement de propositions l'une dans l'autre pour pouvoir, je sais pas moi, planifier d'utiliser une pêche, se servir d'une branche pour en faire une canne à pêche pour insérer dans une termitière et manger des fourmis. Bon, ben ça répond à, si on décompose cette fabrication de cet outil et le but ultime de ce comportement, on voit que si on décortique toutes les unités d'action pour y arriver à ce but-là, on voit qu'il y a toute une structure très complexe avec des propriétés syntaxiques qui rappellent beaucoup celles de la grammaire humaine. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacune des propriétés cognitives peut exister en fait chez l'animal, quasiment toutes. On a du mal à identifier une propriété qui n'existerait pas chez d'autres espèces que l'humain, quoi. En tout cas, c'est ça la question plutôt, ça change un peu la question. C'est dans cette grande approche comparative, du coup c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va comparer les espèces entre elles, on va pouvoir retracer non pas l'origine du langage, mais plutôt l'origine de chacune de ses propriétés. Et là on va voir que ça répond aussi à une évolution, à une phylogénèse de chacune de ces propriétés, et surtout comment dans l'histoire de l'évolution, ces propriétés au fil des espèces se sont mis à travailler ensemble. À interagir ensemble pour créer petit à petit cette constellation de musiciens qui se sont mis à bosser ensemble. Là, chez l'animal, visiblement, ces musiciens ont l'air de travailler de manière assez compartimentée, mais il y a déjà des agrégats, il y a déjà plein de musiciens qui travaillent ensemble, pas forcément pour faire du langage, mais pour faire d'autres fonctions qui sont peut-être propres à ces espèces-là, adaptées à cette écologie-là, à l'évolution de ces espèces. Et donc c'est ça que j'aime bien dans les sciences cognitives. En regardant sous le capot, on peut aussi retracer une sorte de phylogénèse de constellation, quoi. Et d'être surpris aussi de voir à quel point on a des partages insoupçonnés avec d'autres espèces animales, quoi. Même si ça se manifeste pas forcément par la même fonction, forcément, parce que on est des espèces bien différentes, dans des milieux bien différents, qui répondent à des millions d'années et aussi très différentes. Donc forcément, il y a des grosses différences. Mais c'est de comprendre que ces différences-là sont aussi le produit d'une évolution commune et qu'il y a des racines en commun. Et c'est ça qui est nouveau et qui rend cette question des origines du langage passionnante, en fait. Qu'est-ce qu'on observe comme point commun, du coup, avec les primates dans les... qu'est-ce qu'on arrive à observer comme forme de communication, du coup, chez les primates dans ton étude, tu as réussi à trouver Du coup, le système moteur, le mouvement, l'action, moi, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, pas que moi. Enfin, moi, j'ai hérité de cette grande question-là et de réaliser que beaucoup de chercheurs avaient travaillé là-dessus déjà sur l'importance du mouvement dans la cognition. Donc ça touche tout un nouveau champ. Et, rappelle-toi, il s'agit de recoller les morceaux entre corps et esprit. Donc de comprendre que le corps, il a une influence majeure sur l'esprit et vice-versa, que tout ça fait partie d'un tout et que quand on voit les choses comme ça, on comprend, on redécouvre en fait des choses assez intuitives, hein, que les soignants connaissent bien ou les gens qui travaillent dans la petite enfance connaissent bien, les praticiens connaissent bien, ils n'ont pas attendu cette révolution pour comprendre, les orthophonistes, qu'il y a des thérapies motrices qui sont très importantes pour restaurer des fonctions de la parole troublée, l'importance du mouvement chez les bébés, et les puéricultrices le savent bien, ou les instituts comprennent bien l'importance de la manipulation dans le développement des compétences cognitives, des représentations, donc ça c'est assez intuitif. Mais voilà, maintenant, d'un point de vue théorique, ça commence à être bien théorisé, hein, cette fameuse psycho-incarnée, cognition incarnée. Ça remonte déjà à Piaget, non ? Oui, il y a déjà beaucoup de traces de ça, mais disons que maintenant, voilà, ça revient vraiment en force, où le mot incarné, embodiment, il y a même des congrès entiers, des sociétés entières là-dessus.
Parce que c'est vrai qu'on voyait la cognition, même dans nos labos, de façon assez dissociée du corps, comme des processus qui fonctionnent. Et donc l'action au cœur de la cognition, moi, ça me plaît cette idée, parce que c'était mon héritage de Jacques Vauclair, qui voyait dans le geste, chez nos cousins primates, en tout cas des précurseurs soupçonnés du langage humain. Et donc, effectivement, quand on voit le geste, le moteur, j'en ai parlé un peu avec la syntaxe, c'est vrai que l'action, on retrouve l'intention. Il y a déjà un agrégat, si tu veux, une sorte de mini-orchestre, où il y a déjà pas mal de zikos qui travaillent ensemble, dans cette constellation-là, qui on retrouve de l'intention. Ça, c'est une propriété fondamentale du langage. C'est un musicien qui est dans le langage humain, qui travaille avec le référentiel, cette fameuse capacité qu'on a dans le langage humain à se référer à des objets de l'environnement, à des états, etc., des étiquettes. On pose des étiquettes comme ça, avec des mots, certes, mais le référentiel, il émerge par quoi? Qui est là, l'étiqueteuse très rudimentaire par l'action, c'est le pointage. Ce fameux geste de désigner les objets. Alors, c'est limité en général à des objets dans l'environnement immédiat. Il peut être éventuellement caché, mais voilà. Mais disons que c'est assez limité comme référentiel. Mais au moins, le référentiel émerge par le pointage chez le bébé. Est-ce que ça implique une théorie de l'esprit? Le fait de montrer, est-ce que ça implique que du coup, on considère qu'on va avoir une attention partagée, donc que si je le vois et que je le montre, l'autre personne va... Enfin, ça va peut-être lui servir, ou elle va peut-être m'aider, je sais pas, à atteindre le fruit, ou je lui montre le prédateur. Est-ce que c'est juste réflexe de je le pointe et voilà, mais ça n'a pas tellement de volonté, d'intentionnalité, de communication? Ou est-ce que justement il y a cette intentionnalité derrière de vouloir partager ce que j'ai vu, un peu comme on voit avec les enfants, à partir d'un certain moment, au début ils pointent, je crois, sans vraiment de raison, c'est plus impératif, et après ça devient déclaratif de oh, regarde le ballon qu'il y a là-bas. Ouais, c'est une très bonne question. Là, tu mets le doigt sur le cœur du débat, en fait, sur cette question de l'origine du langage. Effectivement, dans la constellation cognitive, certains disent qu'il faut la théorie de l'esprit. Grâce à la théorie de l'esprit, dans ce réseau-là, dans intention, syntaxe, dans cet orchestre-là, tu peux amener justement cette grande fonction du langage, qui est cette attention conjointe, de pouvoir partager des choses et faire cette fameuse communication déclarative. Et certains disent que voilà, ça, c'est ce qui distinguerait peut-être le système langagier, linguistique, la constellation du langage, des propriétés cognitives du langage des autres espèces animales. C'est peut-être ça le Graal, un peu. Donc certains ont mis le curseur là, en disant le langage, c'est pas que de la communication intentionnelle, référentielle, du pointage, etc. Si c'est impératif, si c'est juste pour dire je veux ci, je veux ça, effectivement, on partage ça avec les bébés. Mais le langage, à un moment, va plus loin. Le langage va plus loin en dépassant juste le impératif, je veux ceci, parce que l'impératif, il n'y a pas besoin de théorie de l'esprit a priori. Tu peux juste pointer, ritualiser un geste de pointage pour désigner un objet, parce que tu veux cet objet. Et ça peut être juste renforcé par les parents. Et c'est comme ça que certains décrivent, en tout cas, le développement du pointage chez les bébés. Au départ, c'est impératif, c'est je veux cet objet, simplement par du conditionnement. J'essaie d'attraper un objet, qu'est-ce que fait le parent? En général, il donne l'objet. Tu veux ça? En disant, tu veux ça? Tiens. Et ça crée une interaction très favorable au renforcement de ce type de geste, où le bébé va juste répéter, ce qu'il comprend très vite, c'est génial. Même un objet hors d'atteinte, j'ai juste à faire ça, et là, magie, l'objet arrive. Ce qu'on appelle en psychologie, c'est un renforcement. Grâce à l'apprentissage associatif, je fais un comportement qui est associé d'un coup à une expérience positive. C'est du renforcement et un apprentissage classique, associatif classique. Conditionnement opérant, on appelle ça aussi. Et donc je tends le bras, hop, génial, l'objet arrive. Donc si donc du conditionnement, on devrait pouvoir avoir ce type de pointage et de communication intentionnelle chez des non-humains. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a vu que déjà des primatologues avaient vu que les chimpanzés faisaient du pointage impératif sans problème. Je veux ci, même de manière assez sophistiquée. Je veux ça, en faisant des gestes. Et donc déjà, c'est très spectaculaire, parce qu'on voyait déjà un agrégat qui est au cœur du langage humain, le triptyque apprentissage, flexibilité de signaux, où des chiens apprennent, d'autres non. Flexibilité, intention, je regarde dans les yeux, je fais la communication intentionnelle, je réajuste si tu réponds pas à ma demande. On retrouvait déjà beaucoup de choses dans ce pointage-là. Et côté référentiel, je suis capable d'attirer ton attention vers un objet extérieur. Faire ce fameux triangle référentiel qui est très spectaculaire, qu'on voit chez l'émergence dans le développement de la communication référentielle et intentionnelle à l'œuvre dans l'acquisition du langage chez le bébé, on le voit tous sous ses propriétés. Et donc là, le voir chez les grands singes, et nous plus tard chez le babouin,
ça a été évidemment très important. Mais on nous disait, bah oui, mais le langage, c'est pas ça. Chez le bébé, ou l'amant, comme tu dis, il y a du déclaratif, cette capacité à partager des choses. Tiens, regarde ci, regarde là-bas, regarde cet objet. Hé, regarde cet objet, c'est joli. Et la question, c'est ce que le bébé, à partir de quel âge il est capable de le faire? Donc visiblement, ça émerge vers 2 ans, quoi. Il est capable de faire du pointage déclaratif et de commencer à communiquer, non pas pour des buts centrés vers soi, mais commencer à se tourner vers les autres. Et grâce, du coup, à cette capacité à imaginer l'autre, le parent ou l'entourage, non pas juste comme un agent qui s'exécute, un agent se comportant, qu'on apprend à prédire, qu'on apprend à pourquoi pas manipuler pour avoir son but à soi, mais un agent avec qui on peut partager. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, on le considère comme un agent pensant. Ce n'est plus un agent tout simplement exécutant, c'est un agent qui pense. Et là, je vais pouvoir du coup échanger des choses pour partager nos pensées. Et c'est ça la communication déclarative, cette capacité à synchroniser un peu nos états mentaux. Et pour ça, il faudrait, en tout cas cette théorie de l'esprit, cette capacité à attribuer des états mentaux aux autres, pour pouvoir les mettre à jour, pour dire tiens, regarde ça, il ne doit pas savoir, je veux te montrer cet objet. Tiens, c'est bizarre, il y a une sirène, t'as entendu la sirène dehors? Ah oui, achat. Et donc là, certains disent voilà, la fracture avec le reste des espèces animales viendrait de là, et même des grands singes. Et sauf que un autre primatologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Lievens, a remis en question un peu cette dichotomie très forte entre, en gros, conditionnement d'un côté, théorie de l'esprit de l'autre. Pointage impératif, communication impérative d'un côté, communication déclarative de l'autre. Cette dichotomie très forte, lui, il pense qu'il y a un continuum beaucoup plus fluide, en fait, et tout partirait au départ de l'association. C'est-à-dire qu'il a montré ça aussi chez les bébés. C'est que visiblement, le pointage, en tout cas quand les parents font du pointage déclaratif, c'est associé à une expression de la joie. Et ça, la joie, c'est quoi chez un bébé? C'est un renforcement, quoi. Et effectivement, en lisant du coup ces travaux, j'ai pu réaliser dans mon entourage aussi que les bébés qui font de la communication déclarative, c'est-à-dire ce geste d'extension pour montrer des choses, en fait, ils regardaient l'audience surtout à montrer des choses avec déjà la réaction de l'entourage. Hilar, moi je l'ai vu, hein, un bébé dans les bras des copains à Marseille. Je crois qu'il y avait le bébé dans les bras de je sais plus qui, mais en tout cas, il pointait. Il y avait des posters dans la salle, c'était une salle de concert. Et tout autour de lui, tout le monde était là. Ah, mais c'est super, oui, c'est le poster de Brassens, de machin. Et lui, il regardait même pas ce qu'il pointait, ou là, il faisait que appuyer sur le bouton, genre, mais c'est fou. Je fais un geste de pointage et j'ai un shoot massif de joie, mais je veux appuyer sur ce bouton. C'est quoi ce bouton? Je veux recommencer. Et recommencer, il suffisait juste de pointer des choses. Alors, c'était ultra puissant comme renforcement. Je voyais ce gamin hilar, qui avait même pas 2 ans pour le coup, et l'entourage qui renvoyait ce shoot massif d'émotions positives, quoi. Et donc David Lievens, il dit mais ça c'est quoi si c'est pas du renforcement? Donc pour lui, cette communication qui a l'air déjà d'émerger, elle émerge grâce au renforcement. Et donc pour lui, pointage impératif ou déclaratif, pour l'instant il n'y a pas besoin forcément de théorie de l'esprit. Et donc bref, ça crée aussi des débats. En fait, c'est ça qui est bien dans la science, c'est que tu as plein de sous-débats. Hein. Tu ouvres des tiroirs, des questions, tu vas trouver plein de dichotomies et de réaliser que des fois, la dichotomie, elle est pas si claire et que il peut avoir des continuums, quoi. Et donc, s'il veut dire que si le pointage déclaratif peut être renforcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le milieu de vie, selon les stimuli que tu as eu précoces dans ton développement, peut-être que, même si tu es un animal non humain, peut-être que tu pourrais en faire. Apprendre à les faire si jamais tu as été renforcé. Et comme par hasard, les rares cas où on a de la communication déclarative, c'est chez les grands singes qui ont été élevés par des humains. Donc, qui ont eu dans leur développement ce genre de réaction. Ce genre de renforcement. En fait, de renforcement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'importance des apprentissages aussi dans le développement de fonctions cognitives qui ont l'air pourtant bien élaborées. Ça ne veut pas dire qu'on n'associe pas après la théorie de l'esprit. Hein. On peut le faire, mais elle n'est pas forcément indispensable. Et même dans le langage quand on converse, c'est intéressant de noter que personne ne fait l'effort d'activer cette théorie de l'esprit en général. Hein. Certains s'interrogent même sur le but des conversations, du langage. Je ne sais pas si tu vois bien ça. Quand tu racontes une histoire à quelqu'un,
où quelqu'un te raconte une histoire, tu lui signifies que tu la connais déjà. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de mettre à jour ton état mental, tu vois. Et non, mais c'est bon, non, mais tu m'as déjà raconté. Et l'autre va quand même, écoute, vas-y, écoute, fais-toi plaisir. Comme si le langage, le besoin de faire la communication déclarative, c'était pas pour mettre à jour l'état mental l'autre, c'est plus pour nous-mêmes revivre l'histoire, quoi. Revivre toi-même l'histoire, ce plaisir de raconter une histoire pour soi. Et donc certains s'interrogent même sur le lien entre communication déclarative pour partager des choses, vraiment mettre à jour. En fait, peut-être qu'on n'en a rien à faire des états mentaux des autres et qu'on a juste envie de revivre par simple but impératif, du coup, ces états et ces expériences. Et qui n'a pas forcément besoin de théorie de l'esprit pour faire de la communication déclarative, même raconter des histoires très élaborées, quoi. Finalement, on s'en fout de la condition des autres, on veut juste, voilà. Et donc, c'est étonnant de ce phénomène. Donc, bref, donc c'est, voilà, juste pour dire que dans ce domaine, cette fameuse dichotomie entre humain et non humain, théorie de l'esprit et conditionnement, en gros, ben, même là, on voit qu'il y a un continuum, en tout cas, c'est beaucoup moins clair qu'on le pense, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé comme communication chez les primates? Est-ce que du coup, tu as pu observer, est-ce qu'on a réussi à observer du coup une sorte de communication déclarative chez les singes que tu disais, chez les primates qui avaient été élevés ouais, il y a eu quelques exemples de l'environnement, ceux qui ont appris la langue des signes, par exemple. C'est quand même, en pourcentage, c'est quand même très faible. 90%, c'est de la communication impérative. Je veux ci, je veux jouer, je veux manger, je veux cet objet, etc. Mais nous, on l'a observé pour la première fois déjà, on appelle ça des singes non anthropoïdes, donc c'est pas les grands singes, c'est un singe, le babouin en l'occurrence, qui font partie des singes de l'ancien monde. Là, c'est combien de millions d'années Dont l'ancêtre commun est beaucoup plus éloigné que celui partagé avec les chimpanzés. Humain-chimpanzé, l'ancêtre commun, ça va de 5 à 12 millions d'années à peu près, l'estimation. Babouin, macaque, colobe, tous les singes de l'ancien monde, l'ancêtre commun, séparé avec l'humain, c'est à peu près, je sais pas, les scénarios, ça va de 25 millions à 40 millions d'années à peu près. Ah, donc là, c'est une propriété qui, du coup, remonterait... Donc, ça veut dire que, ouais, ben là, ce qui est surprenant, et à la fois, si c'est une propriété, je sais pas, parce que si c'est, effectivement, ça peut être lié à un renforcement social, bon, bah, ça veut dire que tu peux renforcer, a priori, ça peut être très... Parce qu'on sait que le conditionnement, l'apprentissage associatif, c'est largement partagé dans le règne animal, quoi. Donc, la question, c'est comment, dans quelles conditions, la fonction déclarative, cette fameuse fonction déclarative si spectaculaire du langage humain, comment elle peut être renforcée, si jamais c'est ça le processus. Ça, on ne sait toujours pas, hein, ça reste sur un débat. Hein. Et quelle est la dose de théorie de l'esprit, de cette capacité d'attribution d'états mentaux qu'on a besoin pour faire cette communication-là. Et donc là, ce qui nous a bluffé, c'est qu'on a observé ce type de comportement, donc bien la communication déclarative chez une femelle babouin avec son bébé. Ce n'est pas une femelle qui a été élevée par des humains, elle a été élevée par ses parents, par sa mère, dans son groupe social. Elle-même a eu un bébé et elle s'est mise à faire un geste qui coche toutes les cases de non seulement la communication référentielle, se référer à des objets extérieurs auprès, cette fois-ci non pas d'un humain, mais d'un congénère de la même espèce, une sorte de pointage intraspécifique, on dit, au sein de la même espèce. Donc, en l'occurrence, ici, c'était avec son bébé. Intentionnel, on retrouve tous les critères de la communication intentionnelle, le partage du regard, la répétition quand ça passe pas, l'élaboration, l'ajustement, on retrouve tous ces critères-là. La flexibilité, parce que c'est elle qui a ritualisé ce nouveau signal, hein, les autres femelles ne le font pas. En tout cas, pas dans son groupe. Et là, ce qu'on peut ajouter, la fonction déclarative, parce qu'elle présente en fait des objets à son bébé. Et c'est ça qui est très spectaculaire et qui nous a bluffé. Moi, j'y croyais pas au départ. Tout ça, c'était une première, du coup. Ouais, c'est même pas moi qui l'ai observé, c'était une collègue, c'est une vétérinaire qui s'appelle Dominique, qui à l'époque a travaillé un petit peu à la station de primatologie, qui m'a rapporté ça. Qui m'a dit, tiens, j'ai observé une femelle qui présentait... moi, j'étais poli, hein, j'ai dit oui. Sûrement, oui. Et donc, je suis allé voir, et effectivement, je n'en croyais pas mes yeux, quoi. Et je l'ai montré à des collègues primatologues, personne ne me croyait. Quand ils ont vu la vidéo, tout le monde était bluffé. Ils ont dit, mais c'est incroyable. Ça a l'air de... Cette femelle-là, du coup, présente des objets, non pas pour dire « je veux cet objet » pour elle-même, elle présente son objet à son bébé pour dire « regarde ça ». En tout cas, ça, c'est l'interprétation qu'on en fait à partir des éléments objectifs qu'on a relevés qui cochent effectivement tous ces critères de la communication déclarative, où elle présente des objets, elle persiste, etc. Le bébé s'écarte, elle va ajuster, à aligner
à essayer de maintenir ce partage du regard. Donc ça coche les cases de ce qu'on appelle l'attention conjointe. Cette capacité qu'on a dans le langage humain à pouvoir partager nos intentions vers un événement, et c'est ce qu'on fait dans les conversations, quoi. Donc là, c'était la première fois dans l'histoire de la primatologie qu'on observait ce type de comportement aussi clairement, de manière spontanée, avec un nouveau geste au sein de cette espèce-là, quoi, et au sein de toutes les espèces de primates. D'ailleurs, on n'avait jamais vu ce type de comportement déclaratif. Là, c'est quoi? C'est un coup de chance. Elle a essayé des gestes. En fait, au bout d'un moment, elle se faisait renforcer par le bébé qui portait son attention. Et donc, elle avait l'impression qu'elle gagnait son attention. C'est ce qu'on soupçonne. Avant que je lise précisément David Lee Evans, au départ, je me dis, bon, bah, elle a la théorie d'esprit. Elle a envie elle veut partager son... Après, j'avais des doutes parce que j'ai vu que dès que son petit répondait favorablement, que le but était atteint, elle se mettait pas trop à sa place au sens où elle le laissait pas manger, elle enchaînait avec un autre objet. Donc le petit a répondu à sa communication déclarative, genre c'est bon, je m'intéresse à cet objet. Elle enchaînait sur un autre. Donc je me dis, en termes de prise de perspective, ça veut dire s'il y a une théorie de l'esprit, elle a l'air assez limitée, quoi. Elle n'a pas l'air de prendre en compte le fait que son petit n'a pas fini de manger, quoi, tout simplement, quoi. Oui, mais en je tout veux cas, lui présenter. voilà. Et l'hypothèse, après, on a fait ce travail avec une étudiante. Enfin, il y a eu 3-4 mémoires dessus, hein. Il y a eu plein d'étudiants qui ont travaillé sur cette question. Et la dernière en date, c'est Nina Truffaz qui a fait son stage de Master 2. Elle venait d'éthologie. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé aussi sur le lien avec l'attention conjointe, enfin le partage mutuel. En fait, elle a vu quoi? Elle a vu que le geste, quand la femelle produisait ce type de geste de présentation d'objets, il y avait une hausse de l'attention mutuelle, donc ce partage mutuel des regards, en fait. Et ça, on sait que chez les primates, c'est très connu, hein. Ça, par contre, que le contact visuel avec son bébé, c'est un renforcement assez puissant. Ça a été décrit, il y a des littératures comme ça sur l'obsession des primates non humains et même des humains à aller voir des bébés, quoi. Ils sont fascinés par les bébés, ils veulent partager. Même les autres, hein, pas que la mère, hein, pas que le père. Il y a aussi tout l'entourage qui veut aller avoir ce contact visuel avec le bébé. Donc la mère, c'est encore plus fort. On voit qu'elle épouille, les mères babouins, elle épouille carrément les yeux du bébé. Et donc il y a énormément d'attrait autour du regard du bébé, quoi. Et donc on sait quand il y a du partage, voilà, que avoir un contact visuel avec un bébé, ça peut agir, ça pourrait être ça l'hypothèse, c'est que ça peut agir comme un renforcement puissant. Donc peut-être par hasard, c'est pour ça qu'il est peut-être si rare, ça peut expliquer pourquoi ce geste est si rare. C'est que il faut un malentendu, en fait. C'est qu'elle a peut-être voulu manger, je sais pas, prendre un objet pour elle-même. Peut-être que son petit a voulu l'attraper à ce moment-là où elle a partagé. Enfin, je sais pas quel type de renforcement il y a eu, mais peut-être que au moment où elle a produit ce geste, il y a eu ce partage de regards, quoi, qui a créé un peu ce malentendu. Un peu comme l'évolution, hein. L'évolution des caractères, même en biologie, en cognition, c'est des fois une petite mutation hasardeuse, souvent qui est délétère, hein, donc, qui peut affecter l'expression génétique et créer des phénotypes avec des troubles qui survivent moins, mais des fois ça peut créer un léger avantage qui fait que d'un coup ça crée un avantage, ça se propage très rapidement. Un peu quand on a découvert une goutte de pétrole il y a très peu de temps, là, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a l'énergie pas chère. Oh, on a détruit la planète en 50 ans. Comment d'un coup, la moindre petite découverte, ça peut aller vers une efficience, toujours plus efficience. Donc là, pareil, petit malentendu, renforcement à créer à ce nouveau geste, ce nouveau répertoire, cette nouvelle efficience qui, pour le coup, aurait été apprise, quoi. C'est un phénomène acquis. Du coup, le langage, ça pourrait être juste une manifestation de l'effet Baldwin. L'apprentissage du langage, je sais pas si tu vois ce que c'est l'effet Baldwin. Oui, dessus récemment par comment il s'appelle, Richard Dawkins qui en parlait. Ah oui, attends, c'est quoi ça? Coupé. C'est l'effet. Alors, il me semble dans ces mots, je suis pas sûr d'avoir tout le concept bien, mais c'était que ils apprennent quelque chose et donc un comportement qui va être par exemple, prendre un bâton pour aller choper un fruit qui est tombé dans l'eau. Il le récupère. Il y a un autre primate qui voit l'autre faire ça et qui se dit maintenant je vais faire la prochaine fois que j'ai la situation. Il a vu, il a appris par visuellement et donc à force que ce soit répété par imitation, ça va se transmettre et donc en fait le prochain il va être
génétiquement câblés, avec un peu plus de chance, en tout cas un peu plus de facilité à apprendre ce nouveau geste. Donc il y a plus de chances qu'ils l'apprennent, et ainsi de suite. Et du coup, à force, on est capable de l'apprendre plus vite et de plus en plus jeune. Et du coup, ça pourrait faire par exemple pour le langage, où au début, on l'apprenait peut-être, je sais pas, à 10 ans, et en fait, au fur et à mesure, on a rajeuni. Le câblage est devenu de plus en plus efficient, et ça fait une sorte de convergence plus rapide de l'évolution. Ça permet, on voit bien que chaque système s'optimise, va vers toujours plus d'efficience. On le voit à travers des traits culturels, des innovations. Tout de suite, on voit, et surtout à plusieurs, c'est la force de l'intelligence collective. C'est que d'un coup, à plusieurs, tout de suite, on va vers le maximum d'efficience de n'importe quelle découverte, quoi, quand elle est partagée. Et donc, il y a cet effet cumulatif de la culture très, très puissant, quoi. Là, on voit en même pas, ça fait 1 an que les premiers logiciels grand public d'IA sont sortis. On voit très vite, c'est l'explosion dans toutes les boîtes, tous les logiciels, partout. Ça explose en très peu de temps, quoi. On peut remonter à l'invention de l'écriture. C'est très récent chez Homo sapiens. Homo sapiens, c'est 300 000 ans, 350 000 ans. L'écriture, c'est il y a 5 000 ans. On voit d'un coup, ça rejoint la biologie, ce qu'on a appelé en biologie la valeur adaptative qu'on attribue au caractère, mais on peut l'attribuer aussi au caractère du coup génétique, sélectionné par l'évolution, etc., par la sélection naturelle, sexuelle, mais il y a aussi toutes les innovations qui augmentent la fameuse valeur adaptative, c'est-à-dire le taux de survie, etc., l'efficience d'un individu, d'un groupe ou d'une espèce dans son milieu de vie, quoi. Et là, la moindre d'innovation culturelle, la moindre adaptation qui amène un avantage, typiquement inventer le cassage de noix, par exemple, chez les chimpanzés, ça a amené plus de ressources. Donc, ce comportement s'est bien diffusé maintenant et est devenu un proto-culturel, c'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération. Effectivement, c'est un comportement nouveau qui s'est maintenant maintenu dans toutes les lignées et qui se diffuse et qui amène en plus une meilleure adaptation à l'environnement avec des nouvelles ressources, quoi. Donc là, on voit qu'il y a des groupes qui n'ont pas cette technique-là, par exemple. Ça, c'est pas diffusé. Des groupes de chimpanzés. Et donc, faut imaginer l'évolution de la cognition un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déterminé. Il n'y a rien qui pointe vers le langage dans l'évolution. Ça, par contre, c'est qu'une histoire d'opportunité. D'un coup, comment une petite mutation ou une petite découverte peut changer les choses et amener vers plus d'efficience, quoi. Donc, c'est qu'une question d'opportunité, en fait. C'est très opportuniste. Et donc là, la communication déclarative chez le polka, c'est du même genre, je pense. C'est d'un coup un apprentissage hasardeux qui... Souvent, c'est une erreur, hein. La puissance de l'erreur dans les découvertes, on pourrait faire des bouquins entiers, une saga sur comment toutes les erreurs ont amené à des découvertes incroyables. Et c'est notre directeur de labo, Boris Burle, qui travaille là-dessus, sur la puissance de l'erreur, l'importance de l'erreur. Et comment il raconte ça, lui, c'est comment des fois, tu sais, tu travailles sur un logiciel comme ça, puis tu fais une erreur, paf, et ça ouvre un truc. Ah, tiens, je connaissais pas cette fonction. Hop, génial, ça me fait gagner du temps. Et donc, c'est ça un peu l'évolution. On peut retracer ça, toute l'histoire de l'évolution des caractères biologiques, de la cognition et des innovations culturelles et transmissions. On voit à tel point, et cet effet cumulatif par le nombre rend et l'importance de la communication aussi, transmission de ces nouveaux savoirs. Il faut voir qu'avant l'écriture, déjà il y avait le langage, c'est quand même puissant le langage, c'est que tu peux étiqueter les choses. Donc ça, en termes de transmission de nouveaux savoir-faire, c'est ultra puissant par rapport à d'autres espèces qui n'ont pas cette machine à étiqueter. Donc le chimpanzé, pour transmettre du savoir, ils doivent s'observer. Ça mobilise des outils cognitifs très spectaculaires. Hein, il faut savoir imiter, attribuer des intentions, etc. Ouais. Il faut s'organiser aussi. C'est ça. Mais imagine, tu mets du langage là-dedans. Alors ça met de l'huile dans les rouages de transmission, en fait. Et la transmission de nouveaux savoirs, là, on voit que ça va beaucoup plus vite. Quand tu as le système langagier, alors, direct, quand tu peux étiqueter les choses avec des conventions partagées, évidemment, tu accélères le système, déjà, la transmission de la moindre innovation dans le groupe. Donc, on voit que la culture, déjà, elle peut aller plus vite avec le langage. Mais imagine maintenant que tu n'as plus besoin du sachant. Que le savoir, il peut être dématérialisé en dehors du corps. T'as plus besoin. Donc, c'est-à-dire que tu peux le mettre sur un support écrit, carrément. Donc, avant... le sachant, il n'a plus besoin d'être là. Et même, il peut être mort, le savoir peut persister. Donc là, tu as un effet cumulatif encore plus puissant grâce à l'écriture. Et ça, c'est tout récent. C'est 5000 ans. Après, on a travaillé sur la mobilité de ce support écrit. À la création des langues, avant, c'était sur des tablettes bien lourdes.
Après, tu travailles à mobilité, tu inventes le papier, le truc, tu peux le diffuser, quoi. Alors après, tu inventes la poste, des gens qui transportent. Du coup, beaucoup de savoir, plus c'est fin, plus c'est mobile, etc., plus c'est léger. Donc là, de pouvoir transmettre des messages écrits, tu peux transmettre du savoir. Et imagine maintenant en un clic avec Internet. C'est-à-dire que là, tu n'as plus ce temps du transport du message. Là, tu peux carrément en un clic, instantanément, à l'autre bout de la planète. Alors, on approche de la fin, parce que j'ai peur qu'on vienne nous interrompre bientôt. Ouais. Je te propose de voir un petit peu si tu as retrouvé des corrélats neuronaux similaires qui pourraient expliquer justement, du coup, soutenir ta théorie gestuelle du langage. Et donc, il y a une autre problématique très importante inhérente à notre grande question sur les origines, c'est quand on travaille sur l'évolution, que ce soit des caractères ou de la cognition, on n'est pas à l'abri, quand on trouve des points communs entre espèces, on n'est pas à l'abri de ce qu'on appelle les convergences évolutives. C'est-à-dire que quand on trouve des points communs, on est tenté de dire qu'il y a une origine commune. Il y a une continuité. On parle de continuité phylogénétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait hérité de ce trait-là à partir de l'ancêtre commun. Donc quand on travaille sur l'origine des processus langagiers, si on trouve des points communs entre telle espèce et telle espèce, le chimpanzé, l'humain et le babouin, on est tenté de dire que ce trait-là, utile au langage humain et aux autres systèmes de communication de ces espèces, on l'aurait hérité à partir de l'ancêtre commun datant il y a entre 25 et 40 millions d'années. Mais qui nous dit que ce n'est pas des convergences évolutives, c'est-à-dire des histoires phylogénétiques complètement indépendantes. On connaît bien ça dans la biologie. Et l'exemple qui est donné souvent, c'est la fonction du vol, voler dans l'air. C'est une fonction incroyable qui est sous-tendue par une aile qui permet de voler. Et donc c'est marrant que dans l'évolution, on voit qu'il y a eu des convergences évolutives qui ont amené exactement la même fonction, mais avec une aile qui a des structures bien différentes. On le voit avec les insectes volants. On voit que c'est une aile à base de protéines, c'est un exosquelette chez les insectes, tandis que chez les oiseaux, et les pigeons, perroquets, c'est un vertébré. L'aile est faite de chair et d'os, c'est pas du tout la même structure, architecture, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le schéma du vertébré oiseau, le membre supérieur correspond à peu près au schéma architectural du bras humain. Ouais. Et donc, il y a beaucoup plus de proximité entre le bras humain qui ne vole pas et l'aile d'un oiseau que d'une aile d'un oiseau avec une aile de la mouche, quoi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction du vol, qui est pourtant identique, est le fruit d'une convergence évolutive, c'est-à-dire à deux points différents de l'arbre de l'évolution, on a eu des pressions de sélection liées à l'environnement qui aura conduit, avec une histoire, une recette complètement différente, à amener pourtant à des structures très différentes qui ont amené à la même fonction. Et donc, qui nous dit qu'en cognition, les points communs qu'on observe entre humains, primates humains et primates non humains, on n'a pas, ces points communs sont issus peut-être d'une convergence évolutive. Et une des façons d'investiguer cette question, cette hypothèse, c'est de regarder les structures sous-jacentes. Comme ils l'ont fait pour l'aile de l'oiseau et l'aile de la mouche, de comparer les structures et puis dire, attends, les structures qui sous-tendent la fonction sont différentes. Donc, ça ne peut pas être issu d'une continuité phylogénétique, d'une origine commune. Donc là, on doit faire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder le cerveau, parce que c'est ça, les structures sous-jacentes de la cognition, c'est le cerveau. Et manque de bol, c'est un des organes les plus protégés d'un organisme. Donc là, évidemment, on a bénéficié de l'essor, la démocratisation de l'IRM, qui est une façon non invasive d'avoir des photographies du cerveau d'un animal même vivant, d'un humain, et de voir aussi comment il fonctionne. Alors là, évidemment, un animal, on ne peut pas le mettre éveillé, c'est compliqué sur un animal sauvage. Oui, surtout les babouins, les primates, qui est quand même assez... Soit entraîné de longue haleine, ça prend souvent des années pour entraîner un primate non humain à rentrer dans une machine IRM et accepter de faire les tâches sans bouger, parce qu'il ne faut surtout pas bouger dans une IRM, sinon l'image est floue. Et donc, il y a très très peu de sujets qui peuvent passer comme ça à l'IRM, c'est beaucoup d'investissement, d'entraînement. Sinon, on peut le faire endormi, mais endormi, du coup, on ne peut pas lui faire des tâches. Et là, mais endormi, on peut avoir au moins des photographies anatomiques de son cerveau et le relâcher après dans le groupe social. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire ça et de pouvoir comparer du coup les structures inertes, parce que c'est de l'anatomie, entre cerveau humain et cerveau de primates non humains, et de comparer les structures. Et là, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé les structures
qui sous-tendent le langage humain chez l'espèce humaine. On a regardé, il y a plusieurs régions qui sont comme le Pallum temporale, l'aire de Broca, l'insula, le Estia. Enfin, c'est une constellation. Donc forcément, il y a plein de zones impliquées. C'est surtout un réseau, en fait. Il y a des nœuds aussi de temps en temps, mais en tout cas, on sait qu'il y a 2 régions emblématiques qui nous intéressent parce qu'elles ont l'air d'être asymétriques dans le cerveau humain. Vous prenez un cerveau humain, vous regardez le cerveau et on voit qu'il y a des structures clés du langage qui s'allument quand on parle ou quand on perçoit le langage. Ces zones-là sont très asymétriques dans le cerveau. Symétrique, ça veut dire que en gros, la zone qui, dans la partie du cerveau qui va s'occuper du langage, donc il me semble que c'est à gauche, va être plus grosse que la même zone à la droite. Exactement. Et donc ça se mesure normalement en termes d'activation. Quand je parle là, c'est surtout le réseau neuronal qui s'étend partout. Il y a beaucoup d'activités dans l'hémisphère droit aussi, mais il y en a un peu plus dans l'hémisphère gauche, dans ces zones-là notamment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça se voit aussi au niveau de la structure de ces zones. On voit qu'elles sont un peu plus grosses au niveau de leur taille, ou de la surface, ou du volume de matière grise. Donc ça, c'est pas des traits d'activation, c'est des traits qu'on peut mesurer sur une photographie, quoi. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et on sait que chez une majorité d'êtres humains, on voit que ces zones-là sont plus grosses dans l'hémisphère gauche chez une majorité d'entre nous. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que ces asymétries anatomiques entre les 2 hémisphères ont été décrites comme des sortes de signatures anatomiques de l'apparition du langage chez Homo sapiens. Il n'y a que Homo sapiens qui avait ces asymétries-là, sauf que depuis, elles avaient été déjà décrites chez les chimpanzés dans les années 2000, fin 90, et nous, on les a découvertes aussi chez les babouins, en fait. Pourtant, c'est une espèce plus éloignée de l'humain que le chimpanzé. Mais bref, en tout cas, on voit bien que cette asymétrie de ces zones homologues du langage sont bien plus anciennes que Homo sapiens, pour des espèces qui n'ont pourtant pas le langage humain. Ça veut dire quoi ? Donc là, le lien avec le geste, en fait, on l'a trouvé. Quel lien entre cette asymétrie équivalente à l'espèce humaine qu'on trouve chez le babouin ? Quel est le lien avec les fonctions de communication ? Donc ça, on l'a trouvé. On a simplement fait 2 groupes. On a vu que les singes communiquaient avec les mains. Chez le babouin, faisaient la communication intentionnelle, référentielle, pouvaient apprendre des nouveaux signaux, avaient donc ce sorte de tronc commun de musiciens cognitifs qui sont aussi à l'œuvre dans le langage humain. On les a retrouvés, travailler déjà ensemble dans le langage, mais aussi on a vu que les structures sous-jacentes étaient équivalentes, simplement en regardant les asymétries exprimées en situation de communication. Donc un singe qui est droitier ou gaucher, dans des tâches de manipulation d'objets, quand il s'agit de communiquer avec les mains, il peut avoir une asymétrie manuelle autre, différente. Un gaucher peut se retrouver à communiquer plutôt avec la main droite, et un droitier peut aussi communiquer plutôt préférentiellement avec la main gauche. Et ça nous a interpellés déjà. Comment ça se fait qu'un singe communique plus ? D'ailleurs, majoritairement, il communique beaucoup plus avec la main droite. Donc c'est bizarre, quand il s'agit de communiquer, l'usage de la main droite explose, même chez les gauchers. Je me dis, c'est bizarre ça. Or, la main droite, c'est surtout contrôlé par l'hémisphère gauche. Et on se dit, mais l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère dominant pour le langage humain. Donc peut-être que quand un singe communique avec les mains, il active peut-être, comme le langage humain, ce fameux hémisphère gauche dans des zones équivalentes. Et donc c'est ce qu'on a regardé. On a séparé les 2 groupes de babouins, ceux qui préfèrent communiquer avec la main gauche versus ceux qui préfèrent communiquer avec la main droite. Et on a comparé leurs asymétries cérébrales. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Ceux qui communiquent plutôt avec la main droite, ils ont plutôt ces zones homologues du langage plus grosses dans l'hémisphère gauche. Et vu que c'est une majorité d'entre eux, on retrouve un peu ce pattern-là chez les humains. Et ceux qui communiquent plutôt avec la main gauche, ils ont plutôt ces zones-là plus grosses dans l'hémisphère droit. Donc grâce aux asymétries cérébrales, anatomiques sur photo et les asymétries manuelles, on a réussi à faire du lien entre la communication gestuelle spécifiquement et des zones homologues du langage, chez le babouin. Donc ça nous a conforté dans l'idée d'une continuité entre la gestuelle du babouin et son organisation cérébrale et le langage humain et son organisation cérébrale. Donc pour nous, c'est clairement les mains, les gestuels a contribué à l'origine du langage. Ça nous paraît assez évident et aussi on aurait cet héritage commun avec nos chers cousins primates. Du coup, ce serait que dans notre évolution du langage, on aurait eu pour nous aussi un début gestuel qui se serait après modifié avec peut-être l'arrivée de sons qui serait renforcé par l'environnement et on arriverait au langage par je ne sais quel processus. Ou est-ce qu'on aurait pu passer par une autre voie nous-mêmes et arriver par le langage juste avec les gestes qui se greffent dessus Je pense que du coup, le fait que là, on ait trouvé les gestes chez les babouins en origine du langage, en moyen de communication,
ça implique que du coup, nous, on aurait suivi un parcours similaire dans le développement et que du coup, la parole qui arriverait peut-être plus tard, etc. Ou est-ce qu'on aurait pu juste prendre du coup un autre bout et avoir le gestuel qui arrivera après la parole? Parce que pendant que tu dis ça, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'on parle avec les mains, en fait, tout le temps. En gros, certains montrent aussi que la gestuelle mobilise les mêmes régions, déjà. Et alors, pas tout type de gestes, hein. En tout cas, ces gestes intentionnels, référentiels aussi, déjà, ils émergent très tôt dans l'enfance et c'est même une condition pour le développement de la parole. Tous ces comportements préverbaux du bébé sont déjà très structurants. Donc, le geste, notamment le fameux geste de pointage, est très structurant dans le développement des propriétés langagières. Donc, on partage ça avec le singe, entre guillemets, on partage certaines propriétés gestuelles aussi, qui suffisent pas à faire un langage, à moins d'en faire un système avec étiquette aussi. Il y a les langues des signes, il y a beaucoup de langues des signes. La langue des signes française, américaine, turque, ukrainienne. Et donc, il y a aussi cette flexibilité des langues gestuelles. Et le singe, lui, n'est pas capable de faire ça. En tout cas, de créer des nouveaux étiquettes comme ça et de s'en servir. On peut lui apprendre, hein. Effectivement, il y a eu ces travaux dans les années 60 où ils ont appris la langue des signes. Mais là, on voyait qu'il manquait un pont, en tout cas dans les musiciens là, dont je parlais, avec la syntaxe. On ne trouve pas trop d'emboîtement. En tout cas, les gens qui se sont penchés sur cette question n'ont pas trouvé cette structure syntaxique dans la production de signes en revisionnant les vidéos d'époque de ces productions de signes. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les questions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne retrouve pas cette flexibilité-là dans le système vocal, en tout cas nos chers cousins primates. Donc se pose une question, c'est quand est-ce que c'est arrivé cette flexibilité-là, cette capacité à pouvoir articuler, faire cette grande variabilité de phonèmes qui s'apprennent aussi par les langues, et de pouvoir ajuster comme ça, créer une infinité de mots grâce à cette articulation. Et ça suppose déjà de contrôler tout cet appareil-là volontairement. Et du coup, se poser des questions, quand est-ce que ça apparaît, ça, cette capacité de contrôle aussi flexible que la gestuelle. Et donc ça, on le voit finalement quand émerge... on voit déjà un peu une bascule chez les chimpanzés, en fait. Chez le babouin, déjà aussi, on peut voir que certains, très peu, sont mis à faire des bruits de bouche. Ils ont peut-être découvert, parce que dans les fonctions de mastication, il y a des choses qu'on peut faire volontairement avec la bouche. Mâcher, aspirer pour prendre de l'eau. Et donc... nous, c'est vrai, on fait le parallèle quand on compare les systèmes vocaux humains et non humains. On fait beaucoup de parallèles entre la flexibilité des vocalisations des singes, beaucoup plus avec la flexibilité des vocalisations non verbales humaines. Tout ce qu'on produit en termes de cris, de rires, de pleurs, qui sont de la communication très importante. On voit qu'il y a aussi de la flexibilité dans ce type de production. Cet ajustement à l'autre aussi qu'on peut observer. On rigole pas de la même façon devant notre meilleur ami d'enfance. On regarde pas de la même façon quand on est tout seul ou devant notre patron, quoi. On n'aura peut-être pas forcément notre boss. On n'aurait pas forcément les mêmes rires. Donc on voit que même les expressions comme ça de vocalisation non verbale chez les humains sont sensibles à ça. Et donc ça a été pas mal décrit en fait chez les primates non humains. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un primate, ça a l'air d'être très difficile de vocaliser sur commande de manière aussi flexible que pour la parole humaine. Et donc ça, on se pose des questions. On voit déjà que chez les babouins, certains se sont mis à faire des bruits de bouche. Donc c'est-à-dire contrôler volontairement des bruits de bouche. Mais bon, là, j'ai pas vu d'observation, j'ai pas fait d'observation d'usage communicatif de ça. C'est juste pour le fun. Certains se sont mis à faire plutôt ça, d'autres plutôt... Et les chimpanzés, par contre, il y a déjà une bascule. On voit qu'eux l'utilisent. Ceux qui ont découvert ça, oh, génial, ils se sont mis à l'utiliser pour attirer l'attention. Ou leur faire des proutes. Tout en faisant des gestes. On voit qu'il y a une association geste-lèvre déjà qui commence à s'intégrer dans la communication intentionnelle. Je m'ajuste aussi en produisant des sons pour attirer ton attention. C'est-à-dire que le son la manipulation du son commence à rentrer dans ces comportements référentiels et intentionnels. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un système intentionnel bimodal qui intègre les deux de manière volontaire. Et ça, c'est super intéressant. Et il se pose la question du larynx. Et là, il y a encore beaucoup moins de chimpanzés, mais certains y arrivent à faire à contrôler volontairement ça, là, ici, là, et le faire volontairement. Il y a très peu, c'est 10% des chimpanzés. Donc ça, c'est le primatologue Bill Hopkins qui avait observé ça.
ces fameux cris, c'est pas des cris, c'est des extended grunts qu'ils utilisent de façon intentionnelle et qui fait partie de ce répertoire multimodal, intentionnel pour attirer l'attention, pour pouvoir communiquer de façon volontaire. Et ça, c'est une bascule qui, pour nous, est importante parce que et lui, il a fait des travaux au Bill qui a montré qu'il y avait une mobilisation de l'air de Broca quand il faisait ce type de production vocale, que ce soit du geste volontaire, intentionnel, référentiel ou des vocalisations contrôlées de ce type-là, atypiques, ben, il y avait les mêmes zones impliquées, quoi. Donc on voit bien que l'intégration de vocalisation volontaire, c'est déjà chez le chimpanzé, ça existe. Donc ça, c'est ancêtre commun. On aurait hérité de ça après nous pour, vu les vertus, la valeur adaptative de ces productions volontaires, pour pouvoir communiquer quand il fait nuit, notamment, ou des choses très élaborées, des conventions sociales très élaborées à distance, bon, ben, ça a quand même des avantages indéniables qui a pu pousser à une complexification de tous ces muscles, de ce contrôle articulatoire très fin, un mouvement des lèvres, des bouches, tout ça, pour pouvoir faire une modulation de son. Mais visiblement, ce n'est pas les contraintes anatomiques qui permettent de parler. Avec le système d'appareillage vocal, les primates, ils pourraient faire tous les sons de la parole humaine. Je simplifie, mais c'est ce qu'a montré Louis Jambouet, notamment, et son équipe à Grenoble, que les limites sont plutôt cognitives, en fait. C'est plutôt l'avantage adaptatif de pouvoir contrôler volontairement tout cet appareillage-là. Donc, c'est une limite cognitive qui a explosé avec l'Homo sapiens, de pouvoir contrôler volontairement tout ça, ces muscles-là, de façon aussi volontaire, en fait. C'est le contrôle cognitif qui est intéressant dans l'évolution, qui fait que le système intentionnel gestuel aurait intégré progressivement des vocalisations dans ce système-là pour devenir un système multimodal qu'on connaît aujourd'hui, avec ces mouvements de main quand on parle. Et les mouvements de main seraient fondateurs de ça. On le voit bien chez le bébé en développement, et chez l'adulte, ben, c'est un peu la composante, cet héritage-là qui persiste avec l'usage des mains quand on parle, quoi, qui a l'air si évident. Et c'est pour ça que c'est facile quand tu coupes le son, même dans le développement, de pouvoir développer une langue des signes, de pouvoir avoir toutes ces constellations cognitives au service de création de conventions partagées, de symboles avec les mains. C'est pas une difficulté de basculer de l'un à l'autre. On voit même les expressions faciales dans la langue des signes française notamment, elle est très très riche, très importante. L'expression faciale fait partie de ces phrases signées, quoi, en partie intégrante de la communication signée. Donc ça, c'est en tout cas, voilà. C'est pour ça que la langue des signes aussi nous intéresse beaucoup. On voit les liens main-bouche aussi chez les primates non humains. Hein. Quand il s'agit de s'épouiller, on voit qu'il y a les lèvres qui bougent en même temps. Un peu comme un enfant quand il dessine. On voit qu'il y a la langue qui bouge, ou les musiciens quand ils font des actions très fines avec les doigts. On voit ces petits mouvements de lèvres. Et donc, on voit que main et bouche sont déjà câblés, quoi. Et même chez des espèces très éloignées, comme le macaque quand il épouille, le babouin, etc. Donc, on voit bien que dans l'évolution, forcément, quand on commence à contrôler son mouvement pour faire la communication, quand on se recycle tous ces avantages du mouvement, toutes ces propriétés du mouvement, intention, flexibilité, référentiel, ben on peut faire la communication. Et puis que la bouche, grâce à au départ juste des propriétés masticatoires, d'aspiration, très vite on était embarqué là-dedans parce que c'est super avantageux pour devenir un système multimodal. Donc nous, humains, on a hérité de ça, quoi, de pouvoir en faire après ce système langagier multimodal qu'on connaît. Ouais, super. Merci beaucoup, Adrien, pour tout ce que tu nous as partagé. Ben, merci pour cette invitation-là. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Bah écoute, j'avais encore beaucoup de questions à te poser, notamment peut-être sur tout ce qui était plus sorti du langage, mais comment est-ce que c'était de travailler avec des primates, les ordres sociaux au niveau des primates, comment est-ce que marchent les hiérarchies, etc. Comment est-ce que les communications s'impactent entre eux, etc. Donc écoute, ce sera peut-être l'occasion pour un prochain épisode avec plaisir. Merci pour tout, vraiment. Merci, à bientôt. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
pour un nouvel épisode.